extrême et performance, jusqu'où peut le corps? Connaît-on vraiment les limites de notre corps? Qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à aller toujours plus loin? Et surtout, comment l'innovation et la technologie peut faire franchir à l'homme ses propres limites. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, pour ces premiers échanges, Samuel Vergès, docteur en physiologie et chercheur à l'INSERM, Pierre Croisille, professeur de radiologie à l'Université de Lyon, directeur adjoint, chercheur au laboratoire Creatis du CNRS et de l'INSERM, Stéphanie Giquel, qui est exploratrice sportive de l'extrême. Une histoire incroyable qu'elle va nous raconter. Nous avons Franck Brochery, chercheur au laboratoire sport, expertise et performance de l'INSEP. Et enfin, Richard Permin, qui est freerider. Et on peut les applaudir très fort. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Merci d'être là et d'échanger avec nous sur ce thème, jusqu'où peut le corps. Alors, Stéphanie, on va débuter avec vous. Vous pratiquez l'ultrafond. Vous avez notamment réalisé en 2015 le plus long raid à ski pour une femme en Antarctique. Alors, le plus long raid à ski, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2045 km en 74 jours par moins 50 degrés. Voilà, je voulais juste imaginer ce que ça peut faire. Vous avez aussi couru le World Marathon. C'est 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Voilà, il faisait chaud, il faisait froid, parfois, très froid. En tout cas, chez vous, que ce soit pour vos expéditions ou pour le sport, l'extrême, c'est juste une condition, hein, sinon vous ne partez pas. Alors c'est vrai que j'évolue dans des conditions extrêmes, alors que ce soit des conditions d'environnement, des conditions climatiques, du très grand froid quand j'ai parcouru l'Antarctique ou aussi quand j'ai couru au pôle Nord géographique, température de moins 35, moins 40 degrés. Mais aussi l'extrême par la pratique sportive. Je suis membre de l'équipe de France de course d'ultrafond. Donc je parcours des distances de 200 km, plus de 200 km en 24 heures. Et c'est vrai qu'on pousse le corps dans ce type de pratique. Donc l'entraînement, évidemment, est en adéquation. Donc beaucoup de volume. Et quand je pars en expédition, on va découvrir en même temps que Stéphanie parle les images de l'Antarctique, notamment. Comme ça, vous allez visualiser un petit peu ce qu'elle fait. Et vous allez nous expliquer justement comment vous préparez votre corps à ce genre de défi, parce que c'est un vrai défi. Alors quand je pars en expédition, je me prépare déjà dans le froid. Donc des allers-retours dans des milieux très froids comme le Svalbard. Des entraînements en chambre froide, c'était le cas aussi en début d'année à l'INSEP, on en parlera tout à l'heure quand j'ai couru 7 marathons sur 7 continents et notamment en Antarctique. Je fais aussi beaucoup de traction de charge, de randonnée avec des sacs à dos très lourds, des tractions de pneus sur le sable ou bien des tractions de traîneaux dans les Alpes, en montagne. Et puis pour tout ce qui est ultrafond, je fais beaucoup de volume, en association aussi avec des séances de qualité pour garder de la vitesse. Donc il faut savoir que c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation logistique sur toutes ces courses d'ultra-endurance. On parle très peu de la préparation logistique, mais elle est aussi importante que l'entraînement physique, et aussi beaucoup de préparation et visualisation mentale. Effectivement, beaucoup de préparation physique, on l'imagine avec ces images qu'on a découvertes en même temps que vous parliez. Vous l'avez dit, vous avez été notamment aidé par l'INSEP pour préparer les 7 marathons. C'est Franck qui va nous parler maintenant, Franck Brochery, chercheur donc au laboratoire sport, expertise et performance de l'Institut national du sport, spécialisé dans la recherche autour du stress environnemental. Quelle aide vous avez apporté, vous, à Stéphanie, pour préparer ce World Marathon dont on va découvrir aussi les images pendant que vous parlez? En fait, le stress environnemental maintenant fait partie intégrante de la panoplie des outils pour optimiser la performance, donc, qui peuvent être utilisés par les scientifiques mais aussi par les préparateurs physiques. Et dans le cadre de la préparation au World Marathon Challenge, Stéphanie était venue nous voir parce qu'elle était, vous l'avez vu sur les expériences précédentes qu'elle a vécues, acclimatée à l'environnement froid, mais elle avait d'énormes questions en fait sur les conditions chaudes. Donc nous sommes partis de ce postulat et nous avons cherché à l'acclimater à la chaleur pour optimiser sa performance et en même temps voir s'il y avait
un effet à partir de simulations en fait, entre le premier marathon qui était réalisé en conditions froides, extrêmes. Donc on a utilisé des chambres cryothérapiques qu'on a à moins 20 degrés. Et puis un deuxième marathon réalisé en conditions chaudes à 35 degrés. Pendant cette compétition que l'on voit, qui s'est vraiment déroulée entre le 31 janvier et le 7 février sur les 7 continents, en débutant par l'Antarctique, vous avez noté des choses, vous lui avez demandé de certaines informations justement pour enrichir vos recherches? Alors en fait, j'ai fait intervenir différents collègues, médecins, physiologistes, biomécaniciens, psychologues et même une sociologue. Les premiers résultats qu'on peut donner, c'est qu'effectivement, comme tout à chacun, elle est capable de s'acclimater à la chaleur. Le deuxième point, c'est qu'on a pu constater et confirmer des résultats qui sont relativement vieux, des années 60, qui étaient réalisés par l'armée américaine, sur les adaptations croisées les tolérances entre froid et chaud, ce qui se passait dans les 2 premiers marathons. Et le troisième point, c'est que au fil des marathons réalisés sur la compétition, en fait, on a été très surpris de constater qu'elle n'avait aucun dommage musculaire et qu'elle était revenue dans le même état que qu'elle était partie. Donc pas de marqueur de fatigue au retour, ça c'est incroyable. Et au niveau mental, moral, pas vous qui étudiez le stress, il n'y en avait pas? Non, aucun. On n'a rien constaté. On avait même prévu une 3e batterie de test qui finalement n'a pas eu lieu puisqu'on n'avait aucun marqueur de dommage ou d'altération de la performance. C'est juste remarquable ce qu'a fait Stéphanie quand on découvre ces images et qu'on se dit mais attends, oui, c'est le lendemain, donc elle a couru, elle a repris l'avion, elle a récupéré, elle est repartie, c'est juste fou. Pierre Croisille, vous êtes professeur à l'Université de Lyon, praticien hospitalier. Vous travaillez autour de la physiologie de l'effort. Votre spécialité, c'est l'IRM, l'image à résonance magnétique. Vous êtes notamment intéressé, vous aussi, au sport extrême, à l'ultra-endurance, à l'ultra-trail. Pourquoi vous avez choisi de travailler sur ces courses-là spécifiquement? Bonjour. L'ultra-endurance peut aussi avoir une variante montagneuse. On parle de marathon de montagne ou d'ultra-endurance de montagne. Et on s'est intéressé spécifiquement à une course qui s'appelle le Tour des Géants, qui est l'une des plus dures, une course qui fait 330 km de long, donc ça fait 8 marathons, si on veut se mettre sur l'unité de marathon, couru en continu, les gens s'arrêtent quand ils peuvent, quand ils doivent, et c'est couplé à du dénivelé, puisqu'il y a 25 000 mètres de dénivelé, donc 3 fois l'Everest de le niveau de la montagne, et les meilleurs le font en 3 jours. Vous avez fait, Stéphanie, ça ? Vous l'avez faite celle-là? Non, non, pas encore. Après. Pas encore, elle a dit. Okay. Donc on s'est intéressé à ce type de course pour la bonne raison que ce sont des conditions de stress pour l'organisme qui, on le constate sur la plupart des finishers, donc des gens qui finissent ce genre d'épreuves, se traduisent par un œdème facial, un œdème des jambes et qui ressemble... Qui est très ressemblant avec ce que l'on observe, nous, dans les hôpitaux. Et on s'est dit, on touche peut-être du doigt un modèle expérimental humain accéléré qui nous permet d'avoir des gens au temps T0 parfaitement normaux, qui en quelques jours se transforment parce qu'il y a une sorte de stress très important. Et après, il y avait une phase de récupération. Et on s'est dit, on a peut-être à la fois la possibilité de rendre service aux coureurs, pour essayer de comprendre si c'est safe de le faire, mais également aux patients, puisque le sportif va faciliter les choses et nous permettre de mettre à disposition des outils plus performants. Donc vous avez installé clairement un labo sur place et vous avez testé tout ce petit monde. 50 coureurs, je crois, au départ? 50 coureurs. Alors effectivement, il faut une taille d'échantillon qui est faisable, puisqu'il a fallu déplacer le laboratoire sur place à Courmayeur. On avait une IRM dans un camion de 25 tonnes. On avait des échographes à plusieurs endroits dans la course. On avait un laboratoire de biologie avec des prélèvements qui étaient faits à différents endroits pour essayer d'échantillonner tout ce petit monde au départ, en mi-course, à l'arrivée et 48 heures après. Au final, il y en a 27 qui sont arrivés. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, on a étudié, on avait 3 cibles. Le cerveau, le cœur, parce que le cœur, il travaille quand même, et les muscles, parce que c'est eux qui font se déplacer les gens. La motricité, c'est les muscles. Et en fait, notre constatation, c'est que bien sûr, il y a ces effets très spectaculaires sont retrouvés surtout en superficiel, d'accord ? C'est un œdème superficiel,
on observe un œdème cérébral qui est mesurable en IRM avec des techniques qu'on utilise tous les jours. Donc il y a un œdème cérébral, il y a un œdème myocardique, il y a des dommages musculaires qui sont assez ténus, mais qui sont beaucoup moins importants que ceux auxquels on s'attendrait. Donc en gros, vous nous dites que grâce à cette IRM, vous avez pu voir que le corps avait fini par s'adapter dans ces conditions extrêmes sur ce temps très très court. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que chez des gens qui sont très entraînés, c'est toujours pareil. Ça veut dire qu'on ne démarre pas demain directement les 8 marathons, hein. Attention. Voilà. Chez les gens qui sont très entraînés, eh bien, l'organisme a appris comme vous avez appris à vous adapter à des conditions extrêmes de chaud, de froid, eh bien, l'organisme est capable de s'adapter comme on est des coureurs cueilleurs. Alors, vous allez donner le micro à votre droite, à Samuel Vergès. Conditions extrêmes aussi pour vous, docteur en physiologie, ancien athlète de haut niveau, chercheur à l'INSERM au sein du laboratoire hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire. Je l'ai bien dit. Bravo. Vous avez notamment mené en début d'année une expédition scientifique sur l'effet du manque d'oxygène sur la santé. Pour ça, vous êtes allé au Pérou, ou ça dans la ville la plus haute du monde, à 5300 mètres, pendant 6 semaines. Là encore, on va découvrir, pendant que vous nous parlez, des images. Qu'est-ce que vous avez mesuré? Qu'est-ce que vous avez voulu étudier en étant là-bas, dans ces conditions-là? Disons que l'altitude et le manque d'oxygène sur Terre, c'est un des stress majeurs que peut rencontrer l'homme en montant en altitude. Donc, et les experts, disons, de cette tolérance, de cette réponse au manque d'oxygène en altitude, c'est typiquement les peuples qui habitent en haute altitude. Et donc, on a été de fait en début d'année la première équipe de scientifiques à pouvoir se rendre dans cette ville la plus haute du monde, qui s'appelle la Rinconada au Pérou, à 5300 mètres d'altitude, près de 70 000 habitants réunis autour d'une mine d'or, qui vivent tout simplement avec moitié moins d'oxygène que nous ici à Lyon. Donc l'objectif, ça a été de comprendre comment l'homme pouvait vivre à si haute altitude avec si peu d'oxygène. Est-ce qu'on a les images? Peut-être. On a peut-être les images de votre périple, je l'espère. Voilà. Ah, allez, voilà. On peut les regarder sans son pendant que Samuel nous raconte. On peut baisser un petit peu le son. Merci beaucoup. Donc là, voilà, on a quelques images de cette ville accrochée à la montagne autour de ces mines d'or. Encore une fois, voilà, moitié moins d'oxygène qu'ici en plaine. Pour l'organisme, c'est un stress majeur. Et ses habitants arrivent à vivre globalement en bonne santé, même si un quart à peu près de la population présente une intolérance au manque d'oxygène. Et donc, on a essayé de comprendre comment l'homme peut arriver à vivre finalement avec si peu d'oxygène, mais aussi pourquoi un certain nombre parmi cette population n'y arrivent pas totalement et développent des pathologies spécifiques. Alors comprendre comment on fait, mais surtout pourquoi et quels résultats scientifiques vous avez rapportés, peut-être même pour nous ici en plaine. Donc c'est vrai que ce genre de modèle, nous aussi c'est un modèle d'étude, ça a des répercussions d'abord pour cette population, pour essayer d'aider ceux qui souffrent de ce manque d'oxygène, on appelle ça l'hypoxie, mais ça a également des répercussions au-delà des seules populations de haute altitude. C'est vrai que dans nos hôpitaux, on a un certain nombre de malades qui souffrent d'un manque d'oxygène parce qu'ils ont une maladie respiratoire par exemple. Et donc, par analogie, entre ce modèle de la haute altitude et des pathologies respiratoires, on peut essayer de penser à de nouveaux modes diagnostiques, de nouveaux traitements qu'on pourra ensuite transférer vers la clinique. Il y a également des applications un peu plus exotiques ou un peu moins auxquelles on pense moins spontanément, qui sont la conquête spatiale en fait, puisque le fait de reconstituer un environnement dans l'espace, sur la Lune ou ailleurs, aussi bien oxygéné qu'en plaine sur Terre, va poser des gros problèmes justement technologiques, et peut-être qu'il faudra accepter de vivre à des niveaux d'oxygène un peu moins importants qu'ici sur Terre. Donc apprendre à tolérer le manque d'oxygène en haute altitude, c'est aussi se préparer ensemble peut-être un jour à vivre dans l'espace. Eh bien, pourquoi pas. Stéphanie Giquel, on l'a dit là depuis qu'on discute ensemble, le corps finit par s'adapter, il réagit plutôt mieux que ce qu'on aurait pu croire. Néanmoins, il y a eu des conséquences pour vous sur votre corps de ces conditions extrêmes, notamment après les 7 marathons, après ce voyage en Antarctique? Alors non, il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais je pense que vous l'avez dit, en fait, le point central, c'est vraiment l'entraînement. C'est le temps, c'est-à-dire qu'à force d'augmenter les distances, le volume d'entraînement, ça finit par passer tout simplement.
Alors après, les conséquences, c'est plutôt suite à des accidents, par exemple dans des expéditions ou des gelures qui peuvent avoir des impacts à plus long terme, la sensibilité aux extrémités ou autres. Mais en termes de pratique de la course sur ultra-distance, je ne vois pas de conséquences qui soient majeures. Alors évidemment, je suis fatiguée après une course, mais je crois qu'il y a une différence, on en parlait tout à l'heure aussi, on peut prendre le départ d'un ultra-trail avec une préparation insuffisante. On aura peut-être des difficultés à aller au bout de 100 km, on sera obligé de marcher, on vivra des souffrances et des douleurs insurmontables. C'est un véritable dépassement de soi, une belle aventure, mais on aura probablement plus de conséquences physiques que le sportif entraîné qui, pour le coup, pourra enchaîner les ultra-distances. Là, vous préparez notamment les mondiaux des 24 heures en octobre. Hein. Vous allez courir pendant 24 heures, donc. Tout à fait, oui. Et essayer de faire la plus grande distance possible. C'est ça. Voilà. Comment, dans sa tête, du coup, on pousse le corps à ce point ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, je vais encore aller plus loin que ce que j'ai fait la dernière fois ? Alors, je crois que déjà, pour moi, il y a vraiment deux choses. La première chose, c'est l'envie. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de conditions extrêmes. Il faut savoir que tous ces athlètes explorateurs qui se retrouvent dans des conditions extrêmes, ils l'ont souhaité. C'est vraiment la première chose, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses à contresens, on a vraiment très envie d'être dans ces environnements et donc on se prépare mentalement pour y être. On visualise à la fois les obstacles, mais aussi on se voit réussir. Moi, avant de traverser l'Antarctique pendant des années, je savais, j'avais l'intime conviction qu'un jour, j'atteindrais l'objectif. Et c'est aujourd'hui la même chose pour les courses. Je me vois gagner et ça, c'est juste extraordinaire. C'est même plus extraordinaire que la victoire en elle-même. Donc cette mentalisation, elle est importante. L'envie, on n'est pas là à contre-cœur, on a très envie d'être sur ces terrains. Et puis le temps aussi me semble important parce que quand on parle d'extrême, on imagine un individu dans un quotidien urbain et le lendemain on le voit à moins 50 degrés en Antarctique ou sur des pentes raides en Alaska ou sur un ultra-trail. Mais on oublie qu'il y a le temps. Entre ce point de départ et ce point d'arrivée, il y a un temps qui est souvent très, 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 très long. On dit souvent qu'on met 10 ans pour devenir champion du jour au lendemain, mais je crois que c'est vrai. Il y a vraiment un temps d'entraînement. Entre le moment où vous décidez de faire cette expédition en Antarctique et le moment où vous partez, il se passe ? Là, il s'est passé 4 ans, mais j'étais déjà formatée par d'autres projets en amont. Et ce qui fait que quand on arrive sur le projet, on est totalement formaté. On ne part pas du jour au lendemain. On s'est vu en fait dans ces situations-là pour limiter tout simplement les risques. Il n'y a pas d'inconscience et justement on prépare pour limiter ces risques, pour être prêt physiquement et être formaté pour que l'exceptionnel, ce qui peut sembler hors norme, devienne en fait pour nous la norme et le quotidien. Alors vous parliez des pentes en Alaska en vous tournant par ici, parce que ça concerne Richard Termin, freerider, skieur de l'extrême. On va évoquer votre film Good Morning qui est sorti cet hiver, un film qui a été plutôt compliqué à tourner, parce qu'au tout début du tournage, en janvier 2016, vous vous cassez les 2 talons. Bilan 4 vis à gauche, 3 à droite, 2 mois et demi en rééducation à Cap-Breton et là-bas on vous dit bon, le ski extrême maintenant ça suffit, c'est fini. Finalement vous remontez sur les planches, vous terminez ce film et vous skiez sur les toits de la station d'Avoria, donc pas vraiment sur une piste verte ou bleue, vous imaginez, on va voir les images. Qu'est-ce qui vous a poussé vous aussi après ce moment où votre corps a dit stop, à revenir plus fort et à terminer ce que vous aviez commencé? On découvre les images en même temps. On va dire que de rester sur un échec déjà en tant que sportif c'est assez dur et puis c'est surtout que là j'allais rester sur un échec et j'allais potentiellement ne pas retourner sur les skis. Donc la motivation elle a été encore plus forte et puis en même temps je me suis retrouvé pendant 4 mois en chaise roulante, donc j'ai dû réapprendre à marcher. Et déjà ça c'était un gros objectif parce qu'en termes de douleur c'était assez fort. Et une fois que j'ai commencé à remarcher, l'envie de retourner sur ce projet et de l'aboutir était très important pour moi, voire un des points les plus importants de ma carrière. Alors ça c'est l'un des projets magnifiques qui a donné lieu à un film. Autre expérience sur les pentes de l'Alaska, Stéphanie en parlait. Là encore vous avez repoussé vos limites. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas ? Déjà on va chercher des aventures.
de belles images, parce que je fais un sport où en fait on peut vivre de résultats, mais aussi de l'image. Et nous, notre but chaque année, c'est de montrer l'évolution de notre sport à travers l'image et de repousser les limites. Et ça, on va dire que c'est des ambitions personnelles, et puis toujours de faire évoluer le sport, tout simplement. Samuel, on revient sur ce que vous avez cherché au Pérou avec des résultats que vous avez rapportés. Est-ce que ce sont des résultats qui peuvent aider, par exemple, des sportifs, amateurs ou non d'ailleurs, qui se préparent à une compétition en haute altitude ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Oui, tout à fait. En fait, il faut voir, encore une fois, cette fameuse hypoxie, ce manque d'oxygène qui est de plus en plus sévère quand on monte en altitude. Sous forme d'une espèce de cloche, on a un effet d'os, c'est-à-dire que lorsqu'on monte à très haute altitude trop longtemps, comme ses habitants, ou lorsque l'on gravit un 8000, on est vraiment dans la zone de manque d'oxygène qui est très sévère et qui rejoint plus les aspects délétères du manque d'oxygène dans une pathologie respiratoire. Mais en montant en altitude, on passe par des zones d'hypoxie, donc des niveaux d'altitude plus modérés, qui eux, s'ils sont bien dosés, s'ils sont utilisés régulièrement à des doses adaptées, peuvent permettre de stimuler l'organisme et de mettre en place des mécanismes de prévention, voire des mécanismes thérapeutiques contre, par exemple, les maladies chroniques. Ça, c'est pour la santé, mais également pour améliorer la performance chez le sportif. Donc là, on utilise les bienfaits potentiels de l'altitude dans ces cadres-là. Alors on parle de l'altitude, on parle du froid, on parle aussi de la chaleur. Franck, vous travaillez en ce moment sur la chaleur et sur ses bienfaits pour la rééducation aussi. On parle beaucoup de cryothérapie chez les sportifs de haut niveau, le froid pour récupérer. La chaleur, ça marche aussi. Oui, alors déjà dans un premier temps, dans la perspective de Tokyo, en fait la chaleur va être très importante à considérer. On a parlé d'acclimatation avec l'hypoxie pour le stress d'altitude, lié à l'altitude, mais de la même façon, il va falloir s'acclimater pour performer à Tokyo. Et les derniers résultats, en fait, les dernières avancées scientifiques montrent l'intérêt, on le savait, donc de bains froids pour la récupération, aussi de cryothérapie pour la récupération, qui reste que de discuter, ou alors pour diminuer les dommages musculaires, on en parlait. Et maintenant, la chaleur aussi peut être aussi un avantage justement sur certaines pathologies ou sur certains traitements traumatiques. Richard, vous récupérez comment, vous ? Étirement beaucoup, parce qu'on subit beaucoup d'impact généralement, parce que je fais beaucoup de sauts. Et on fait beaucoup d'étirements, et après c'est beaucoup de gainage aussi, mais ça c'est pas en récupération, mais ouais, beaucoup d'étirements. En préparation. On est dans un festival qui fait la part belle à l'innovation. Stéphanie, est-ce que quand on fait ce genre d'expédition, on emmène un peu de technologie avec soi pour mesurer certaines choses ? Alors on l'a dit, des mesures qui ont été faites sur le World Marathon, mais est-ce qu'on emmène de l'équipement pour mesurer des choses ? Alors en fait, ça dépend du projet. Là, c'est vrai que sur le World Marathon, on a testé en entraînement et aussi durant la compétition plusieurs outils. Un gilet, par exemple, qui permettait de mesurer la fréquence cardiaque, la température cutanée. On a testé aussi durant l'entraînement des gélules pour mesurer la température centrale, son évolution en fonction de la température extérieure. Donc ça, c'est possible effectivement sur pas mal de projets. Quand j'étais partie en Antarctique, on m'avait proposé un outil assez innovant, plutôt léger pour tout ce qui est communication par voie satellite. Et j'avais choisi de ne pas le prendre. J'avais préféré rester conservatrice sur le sujet et je ne le regrette pas parce qu'on a eu besoin de téléphoner en urgence. Et j'avoue que j'avais préféré un outil qui avait été testé dans les mêmes conditions, c'est-à-dire des expéditions aussi longues et aussi engagées. Donc ça dépend des projets, ça dépend aussi des expéditions. Si l'expédition est scientifique, donc avec pour objectif de rapporter les données, auquel cas on fait tout pour pouvoir rapporter les données, donc en termes de traction de charge ou de charge à porter. Là, en l'occurrence, quand on parle de l'Antarctique, pour moi, c'était vraiment une expédition sportive. Le poids était capital. L'objectif, c'est rentrer en vie. Donc on marchait de 8h à 16h par jour, on avait un délai limité, donc peut-être qu'apporter trop de matériel pour prendre des données aurait pu mettre en péril l'expédition. Donc ça dépend vraiment du projet, soit c'est une expédition sportive, soit une expédition mixte. Richard, vous, la technologie, elle tient quelle place dans votre sport et dans votre quotidien ? Nous, elle a donné une visibilité à un sport qui était quand même assez niche, on va dire, et aujourd'hui, on a une visibilité qui peut être énorme.
C'est-à-dire que tout ce qui est caméra, drone, aujourd'hui on a un potentiel pour filmer des projets, pour être créatif, où il n'y a plus de limites, alors qu'avant c'était très compliqué. Et ça a mis vraiment le free-ski en général sur le devant de la scène. Et ça, pour nous, c'est indispensable. Dernière question pour Stéphanie. Est-ce que vous les connaissez, vos limites ? Alors, à titre personnel, non. Je pense avoir encore beaucoup de marge en ultra-fond, parce que j'ai encore beaucoup de choses à explorer et donc je suis encore loin de ces limites. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens au quotidien à l'entraînement et durant les compétitions et sur les projets. Et de manière plus générale, en matière d'ultra-endurance, d'ultra-fond, quand je regarde les records qui sont réalisés, je crois qu'on peut aller encore bien au-delà. Il faut savoir que c'est une discipline qui reste confidentielle. Là, je ne parle pas du marathon ou du sprint ou du demi-fond ou du grand fond. Je parle vraiment de l'ultra. Je pense qu'on peut encore aller plus loin. Vous partagez cet avis, Pierre Croisy ? Le corps, on ne connaît pas ses limites aujourd'hui ? Tout à fait. Là, on ne connaît pas les limites d'adaptation de l'organisme. Et je crois que ça, c'est de l'intérêt de travailler avec des athlètes. Et effectivement, on a besoin de tous les outils actuels et qui sont en train de se développer pour avancer. On reparlera un petit peu de cette thématique en fin de journée. Jusqu'où peut le corps ? On se reposera cette question en fin d'après-midi. Merci vraiment à tous les 5 de nous avoir livré vos expériences et vos témoignages, les résultats aussi de vos recherches. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci beaucoup d'avoir